Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement. Aujourd'hui, nous allons parler des révélations sur les chemtrails de Catherine Ibarra, une avocate américaine collaborant avec l'ICANN, qui est le réseau pour le consentement éclairé dirigé par Del Bigtree. C'est une véritable ONG qui demande au gouvernement les contrats officiels des missions qui les intéressent. Et vous allez voir, il y a du très lourd. Elle va dévoiler des vérités troublantes sur la géo-ingénierie, les épandages atmosphériques et les vaccins transmissibles. Ouais, j'ai bien dit les vaccins transmissibles et répliquants, comme des virus qui tomberaient comme par magie du ciel. Le pire ou le meilleur dans tout ça, c'est que c'est 100% officiel. Ça vient de contrats de mission du gouvernement américain, donc même les pseudo-fact-checkers et autres baltringues du genre ne pourront rien contester. Alors vous allez voir, ça commence tout doucement, mais je vous promets que ça va monter en pression très rapidement. C'est donc une très bonne interview de l'excellent journaliste Dan Astin Gregory que je vous recommande vivement. Alors on va commencer de suite avec une petite présentation rapide de Catherine Ibarra. J'ai donc rejoint le cabinet d'avocats Siri & Glimstad LLP pour diriger une équipe. Je suis avocate dans ce cabinet. Nous représentons l'ICANN. Je suis arrivé pour diriger l'équipe de l'ICANN chargée d'enquêter sur les polluants et toxines environnementaux. Et plus particulièrement sur les substances rejetées ou non dans l'atmosphère qui peuvent affecter la santé humaine et l'environnement dans une perspective de consentement éclairé. Comme vous le savez, l'ICANN est le réseau d'action pour le consentement éclairé. Il s'agit donc d'une organisation de surveillance dont la mission est de garantir que les citoyens disposent d'informations leur permettant de prendre des décisions éclairées concernant leur santé et l'environnement. Voilà, donc c'est une ONG qui cherche à savoir si le consentement éclairé des citoyens américains et anglais est respecté. Regardons comment l'ICANN procède pour obtenir ces informations. Concernant la géo-ingénierie, nous avons examiné différentes sources de financement et différents programmes. Dans le cadre de ces programmes, nous souhaitons obtenir des contrats en ce qui concerne le financement. Nous examinons les subventions et bien sûr les contrats, puis nous entrons dans les détails. Voilà, donc en fait, ils demandent les contrats pour vérifier les missions de chacun des projets qui les intéressent et ensuite ils les analysent pour rechercher si le consentement éclairé des citoyens a été respecté. Comme nous allons voir un petit peu plus tard, le consentement éclairé n'est jamais donné et pire encore, dans 99% des cas, aucune information n'est donnée au peuple alors qu'on nous pulvérise partout en France comme des cafards. Et écoutez. Il s'agit de financement de recherche au sein du gouvernement et de financement de recherche externe. Nous savons que ces subventions remontent au moins au début des années 2000. C'est exactement ce qui nous a été révélé. Je ne peux donc pas me prononcer sur quoi que ce soit avant cela. Nous savons par exemple que la NASA, National Aeronautic and Space Administration, et la NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, ces deux agences collaborent sur un projet appelé SABRE. Ce projet étudie essentiellement les effets des aérosols dans la stratosphère. Et tout cela est censé contribuer à cet objectif. Nous avons un contrat entre la NASA et la NOAA qui stipule que le but de ce projet est d'étudier les aérosols dans la stratosphère. Ils sont censés collecter des informations, disent-ils, grâce à des avions dans la stratosphère pour éventuellement déployer l'injection d'aérosols stratosphériques, une forme de géo-ingénierie, pour lutter contre le réchauffement climatique. Ah, le fameux réchauffement climatique fantôme, il a toujours très bon dos, ce fameux réchauffement climatique fantôme, pour nous priver encore et toujours plus de nos libertés et pour nous asperger toujours de produits chimiques. Et attention, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Et savez-vous exactement quel type de technologies sont développées par le gouvernement américain? D'après ce que nous avons vu, le gouvernement américain étudie clairement une forme de géo-ingénierie solaire appelée injection d'aérosols stratosphériques. Cela implique l'injection de produits chimiques dans la couche supérieure de l'atmosphère, la stratosphère. Et c'est assez élevé. Donc vous parlez d'une altitude comprise, je crois, entre 9000 et 49 000 mètres. Je ne sais pas ce que cela représente en kilomètres, je m'excuse, mais en gros, c'est plus haut que la plupart des compagnies aériennes commerciales. Et s'ils s'intéressent à cette technologie, c'est parce que les scientifiques ont étudié les volcans. De nombreuses recherches en géo-ingénierie pointent vers le volcan Pinatubo aux Philippines. Il est entré en éruption au début des années 90. Lorsque ce volcan est entré en éruption, les scientifiques pensent, d'après leurs études,
que le soufre émis par ce volcan est allé dans la stratosphère, donc jusqu'à cette altitude extrême. Et ces particules de soufre sont restées dans la stratosphère. Ils pensent que cela a eu un effet rafraîchissant car ces particules de soufre sont censées réfléchir la lumière du soleil. Ils pensent donc que cela a entraîné une baisse des températures pendant 1 à 3 ans. C'est ainsi qu'ils ont eu l'idée de l'injection d'aérosols stratosphériques. Nous savons que des recherches sont également menées sur ce qu'on appelle l'éclaircissement des nuages marins. C'est donc à un autre niveau de l'atmosphère. C'est en fait dans la troposphère qui est le niveau le plus bas de l'atmosphère, et cela concerne les nuages marins de basse altitude. Il s'agit de les rendre plus brillants en injectant des substances dans les nuages bas censées augmenter leur capacité à réfléchir la lumière solaire, ce qui réduirait la quantité de lumière solaire atteignant les océans ou la surface de la planète. Alors sur ce dernier point, j'aimerais aussi avoir votre avis. Avez-vous déjà remarqué à quel point les nuages sont encore plus brillants de nos jours? Est-ce que ça vous fait mal aux yeux également? Marquez-le moi s'il vous plaît dans les commentaires ci-dessous. Et donc ils injectent leurs produits en mer comme ici. De nord-ouest. Et puis, ce que je voulais vous montrer, c'est ceci, c'est assez exceptionnel. Ce sont en fait des nuages, on les voit très bien, toute cette ligne. Alors, ce sont les navires, figurez-vous, avec la condensation. C'est un petit peu ce qui se passe fréquemment par les avions. Là, ce sont les navires qui provoquent de la condensation. Et comme on a un anticyclone qui fait comme un couvercle, ça bloque ces traînées nuageuses à basse altitude. Ce sont des nuages bas. Voilà, et puis c'est la marmotte qui emballe le chocolat. Ils nous prennent clairement pour des tarés. Et écoutez. Avez-vous une idée des différentes conséquences potentielles pour la santé humaine, que ce soit dans la stratosphère ou dans la troposphère que vous avez décrite? Existe-t-il des conséquences connues des travaux de géo-ingénierie sur la vie naturelle, qu'il s'agisse de vie humaine, animale ou végétale? Oui, nous avons donc analysé les études, les revues et les articles des chercheurs en géo-ingénierie. À partir de ces informations, nous avons résumé ces résultats dans une lettre que nous avons écrite, qui était en fait un commentaire adressé à la NOAA au nom de l'AECAN, et plus récemment dans des lettres que nous avons adressées aux agences américaines et au Royaume-Uni. Nous avons également écrit une lettre à l'ARIA et à votre secrétaire d'État. Nous avons informé de tous les risques résumés par ces chercheurs. Et effectivement, ces risques sont insurmontables. D'emblée, ils pensent que ces technologies peuvent entraîner un appauvrissement de la couche d'ozone. Nous savons donc que cela peut avoir des effets sur la quantité de rayonnement UVB susceptible d'atteindre la Terre, ce qui pourrait être catastrophique non seulement pour tout, mais aussi pour les écosystèmes, la faune et la santé humaine. Je veux dire, regardez le cancer de la peau, ce genre de choses. Ils ont projeté que ces technologies pourraient provoquer des sécheresses ou des inondations. Ils pensent qu'elles pourraient perturber le cycle de la mousson qui a d'innombrables effets, et cela pourrait également avoir des répercussions mondiales. Ils savent que cela pourrait affecter l'efficacité des énergies solaires et éoliennes, car cela réduirait la quantité de lumière destinée aux technologies plus vertes, censées produire de l'énergie. Nous savons, ou on nous le dit, qu'il est possible qu'un phénomène appelé choc de terminaison se produise. L'idée derrière le choc de terminaison est essentiellement la suivante: il faut prendre du recul et y réfléchir. Ils affirment que la géo-ingénierie est nécessaire pour lutter contre le changement climatique. Et ils affirment que le changement climatique est dû au fait que les gens ne réduisent pas leurs émissions de gaz à effet de serre. Et c'est ce qui est à l'origine du changement climatique. Donc la théorie derrière le choc de terminaison, c'est qu'il faut continuer à pratiquer la géo-ingénierie, quelle qu'elle soit, l'injection d'aérosols stratosphériques, l'éclaircissement des nuages marins pratiquement indéfiniment tant que l'homme continuera d'émettre des gaz à effet de serre, car les températures seront toujours plus élevées. Encore une fois, c'est tiré de leurs recherches et c'est ce qu'ils croient. Et donc, à cause de cela,
Si vous, pour quelque raison que ce soit, si un gouvernement décidait que c'était une mauvaise idée, si des études démontraient que les impacts étaient bien pires que les bénéfices potentiels, il serait impossible d'arrêter d'utiliser cette technologie. Car ils prévoient, selon leur modélisation et estimation, que les températures augmenteraient immédiatement après l'arrêt de l'utilisation de ces technologies, et que cette hausse serait encore pire que ce qu'ils anticipent en raison du changement climatique. Vous parlez donc de lier les générations à perpétuité pour l'utilisation de cette technologie une fois qu'elle aura commencé à être déployée, si jamais elle devait être arrêtée. Il s'agirait donc presque d'une décision permanente qui entraînerait un réchauffement climatique catastrophique à l'avenir. Et encore une fois, c'est d'après leurs recherches. Ouais, donc c'est extrêmement dangereux. Elle mentionne des problèmes de santé, de cancer et des dérèglements climatiques totalement orchestrés, planifiés. Et regardez ce qu'en dit Robert Kennedy Jr., le ministre de la Santé américaine. Je m'appelle Emily et ma plus grande préoccupation concerne les injections d'aérosols stratosphériques qui nous sont continuellement infligées chaque jour, brome, aluminium, strontium. C'est pulvérisé dans notre ciel toute la journée et je sais que vous en avez parlé à Dan Wigginton. Il semble être l'un des experts en la matière. Une question, oui, comment l'arrêter? Ce n'est pas le cas dans mon agence, vous savez, nous ne faisons pas ça, on pense que c'est la DARPA qui s'en charge. Et une grande partie provient désormais du kérosène. Ces matériaux sont donc utilisés dans le kérosène. Je vais tout faire pour l'arrêter. On va faire venir quelqu'un qui ne va penser qu'à cela, de découvrir qui le fait et de le tenir responsable. Voilà, donc le ministre de la Santé américaine confirme l'existence de ces chemtrails qui viennent de produits chimiques ajoutés au kérosène des avions. Il confirme également le danger de tous ces produits chimiques pour nous tous. Et écoutez. En outre, un autre problème majeur et un risque majeur est le risque de conflit géopolitique, car ces technologies ne peuvent pas rester localisées. Ce sont des technologies mondiales. L'injection d'aérosols stratosphériques, si vous injectez des produits chimiques à plus de 15 000, 18 000, 21 000 mètres d'altitude, vous couvrez une immense étendue de la Terre. Les impacts seront donc évidemment mondiaux. Que se passera-t-il si un pays décide de mettre en œuvre cette mesure? Supposons que la Chine décide de déployer des injections d'aérosols stratosphériques. Supposons que cela ait un impact sur les États-Unis ou les pays européens, quels qu'ils soient. On assistera donc à un conflit entre ces pays, entre plusieurs pays. Cela pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Cela pourrait évidemment mener à la guerre. Qui va décider, qui contrôlera le thermostat mondial, qui pourra utiliser ces technologies et à quel niveau? Et qui peut dire quels en seront les impacts? Le problème, c'est que lorsqu'on a une technologie mondiale, comment peut-on identifier le problème qu'on croit être à l'origine de celle-ci? Et oui, si un pays injecte ces produits chimiques dans le ciel comme le soufre, on peut clairement supposer, sans se tromper, qu'une fois dans le ciel, ce soufre va voyager avec les vents et retomber par des pluies acides à des milliers, voire des dizaines de milliers de kilomètres un petit peu plus loin, comme nous allons le voir un peu plus tard. Et évidemment, les pays qui recevront toutes ces pluies acides ne seront pas contents du tout et possiblement rentreront en guerre. Déjà, on peut regarder avec Catherine Gentil, un grand reporter, sur ce qui peut juste se passer avec la sécheresse. Et effectivement, par exemple, dans une région comme le Moyen-Orient, où déjà les tensions, évidemment, sont un peu plus fortes, eh bien, en 2018, on a frôlé un incident qui aurait pu dégénérer entre Téhéran et Tel Aviv, parce qu'un général très important du régime des Mollahs avait déclaré « Nous faisons face », vous allez voir ce qu'il avait déclaré, voilà, c'est lui, Gholam Zera Jalali, « Nous faisons face à un phénomène de vol de nuages et de neige de la part d'Israël ». Alors, évidemment, sorti du contexte, ça paraît complètement fou, mais il avait fallu qu'un météorologue iranien, d'ailleurs, dise qu'il n'y avait aucune preuve pour éteindre cette montée en tension entre l'Iran, soumis évidemment à des sécheresses récurrentes, et Israël, que ça s'arrête. Donc en plus d'être un énorme danger sanitaire, cette technologie sera également le déclencheur de potentielles guerres mondiales à venir, à moins que, bien évidemment, ils arrivent à construire une dictature mondiale. D'ailleurs, je crois que c'est leur projet, comme dirait l'autre Tartuffe qui nous sert de président. Et écoutez.
Si vous regardez les produits chimiques qu'ils envisagent d'utiliser, le soufre par exemple, nous savons que le soufre provoque ce que l'on appelle les pluies acides. Donc même si vous utilisez cette technologie pendant 1 à 3 ans, les particules finiront par retomber, n'est-ce pas? Et je dis 1 à 3 ans car c'est ce qu'il prévoit. Les particules resteraient dans la stratosphère pendant 1 à 3 ans. Mais ensuite, ce soufre va retomber. Cela peut provoquer des pluies acides. Cela peut évidemment entraîner de la pollution, donc d'innombrables effets secondaires. Et nous ne connaissons pas tous les effets secondaires. Cela s'explique en partie par le fait que nous ne comprenons pas pleinement les risques et cela se retrouve dans une grande partie de la littérature. Si vous examinez leurs recherches, vous verrez que la raison pour laquelle ils proposent des expériences au Royaume-Uni et l'idée derrière le projet ARIA, par exemple, est qu'ils disent que nous devons tester cette technologie pour vraiment comprendre les risques et savoir si nous devons l'utiliser. En résumé, ils admettent qu'il est nécessaire d'expérimenter pour comprendre les risques. Et si l'on y réfléchit bien, c'est une question fondamentale de consentement éclairé, car l'on ne peut prendre une décision éclairée que si l'on connaît les avantages et les risques. On peut peser le pour et le contre, que ce soit un pays ou un individu qui prenne cette décision. Donc si on peut connaître le risque total qu'en effectuant les tests, il est impossible d'obtenir un véritable consentement éclairé. Vous imaginez, ils font en ce moment des tests à l'aveugle sur la nature, l'environnement, les animaux et sur nous, les humains, sans absolument aucun consentement éclairé, aucune information donnée, aucun vote. Seule une poignée de fous furieux se donnent totalement les pleins pouvoirs de jouer au professeur Maboul avec nos vies, celles de nos enfants, nos océans et la nature dans son ensemble. Je vous rappelle que ce que dénonce cet avocat vient de documents officiels du gouvernement. C'est pas des élucubrations de comptoir après plusieurs verres, plusieurs bouteilles et 3 grammes dans chaque bras. Là, c'est officiel. Et écoutez combien de pays sont en train de nous pulvériser de produits chimiques. Alors, une cinquantaine de pays désormais travaillent sur ce dossier, y compris la France, mais celui qui est le plus en avance, c'est la Chine, qui a investi 1 milliard de dollars et qui explique déjà que les Chinois disposeront d'un système développé de modification de la météo dès 2025, c'est-à-dire demain. Les techniques sur lesquelles tous ces pays se penchent doivent permettre de faire pleuvoir, mais aussi d'empêcher des catastrophes climatiques comme la grêle ou les tornades, etc. Donc déjà, 50 pays, dont la France, font des expériences de fous furieux sur nous, le peuple, les gueux, et sans absolument aucun consentement de notre part. On ne nous a jamais demandé notre avis. On nous a même accusés de complotistes si on osait en parler. Maintenant, c'est officiel. Et regardez. Évidemment, les pays qui vont contrôler ce système pourront, eux, éviter des catastrophes climatiques, mais pourront, à contrario, en infliger à leurs voisins, surtout en période d'affrontement. Donc c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour dire qu'il faut renoncer absolument à cette arme qui peut être une arme majeure. D'ailleurs, il y a une convention qui existe depuis 1976 à l'ONU, mais autant vous dire que les 193 pays qui font partie de l'organisation ne l'ont pas tous signée, et bien loin de là. Vous imaginez, ces pays qui contrôlent depuis très longtemps l'arme climatique peuvent créer des catastrophes climatiques sur commande depuis très longtemps, comme nous le verrons plus tard. Et pourtant, ces pays, malgré le non-consentement éclairé des peuples, continuent à faire leur épandage. Il faut clairement changer ce monde. Mes amis, on est dirigé par des tarés. Il faut vraiment se bouger et écouter. Il y a énormément de financement consacré à ce sujet et partout dans le monde, il y a énormément d'expériences en cours. Pourtant, ni moi, ni le public n'avons notre mot à dire. Nous n'avons pas le droit de voter, nous n'avons pas le droit d'examiner les données scientifiques, on n'a pas le droit de poser des questions. Vous êtes un cabinet d'avocats confronté à des lignes noires et à des retraits d'informations, à la rétention d'informations. Alors, comment pouvons-nous comprendre tout cela? Alors, où en sommes-nous en tant que population face à ces expériences? Bien, je pense qu'il est important que les gens continuent de s'informer, mais je ne dirais pas qu'ils sont impuissants. Par exemple, si vous regardez le projet Scopex, Harvard a tenté d'expérimenter l'injection d'aérosols stratosphériques à l'aide d'un ballon qui devait être lancé depuis la Suède. Il y a une communauté autochtone locale, le peuple Sami. Ils ont d'ailleurs écrit une lettre à Harvard pour exprimer leurs inquiétudes concernant ces expériences et la technologie en général. D'autres groupes environnementaux ont également fait part de leurs inquiétudes à Harvard. Harvard disposait d'un comité consultatif qui supervisait le projet.
En conséquence, le projet a été abandonné à cause de ces inquiétudes exprimées par différentes personnes, que ce soit des individus ou qu'il s'agisse d'organisations. Leur parole avait donc du pouvoir. Alors je vais mettre quand même un petit bémol à sa réponse. Les gens ont du pouvoir quand ils sont informés, mais à l'heure actuelle sur la France, nous n'avons jamais été informés de toutes ces expériences de fous furieux. Les médias comme les politiciens nous mentaient délibérément et continuent toujours de le faire. Alors oui, le peuple a du pouvoir quand il est informé. Et donc c'est à nous de les informer. Alors s'il vous plaît, faites suivre cette vidéo à tous ceux qui peuvent encore en douter. Alors petit message personnel, mon très cher oncle Guy, très cher tonton, tu ne le sais pas encore, mais je te ferai suivre cette vidéo que j'espère tu apprécieras. Gros bisous à toi et trop hâte de tous vous revoir. Fin du message personnel et écoutez. Mais parallèlement à ce que nous avons constaté ces dernières années et aux États-Unis en particulier, c'est que plusieurs États américains tentent désormais d'adopter des lois pour réglementer la géo-ingénierie, ce qui n'existait pas auparavant. Donc s'il y a un élan pour ces technologies, il y a aussi une réponse éclairée de la part des personnes qui ont exprimé leurs préoccupations individuellement par l'intermédiaire d'organisations, poser des questions, demander des réponses et exiger une forme de supervision avant que ces expériences ne soient menées. Je pense donc que l'expression des préoccupations des gens a un impact et continuera d'en avoir. Et oui, déjà, 14 États américains ont décidé d'interdire l'épandage de ces produits toxiques dans leur ciel ou sont en train de l'interdire, alors qu'en France et en Europe, les pulvérisations continuent encore et toujours dans le silence coupable, totalement coupable des médias et des politiciens, tous bords confondus. Et écoutez. En ce qui concerne le financement, et encore une fois, d'après ce que je sais du fonctionnement du gouvernement américain, il ne s'agit probablement pas uniquement de financement public, mais aussi de financement privé. Mais que sait-on à ce stade sur les financeurs de ce type de projet et sur le type de subventions accordées? Certes, il y a différentes agences, la NASA, la NOAA, la National Science Foundation. Toutes ces agences fédérales ont financé des subventions ou des contrats liés à la recherche en géo-ingénierie. Il y a certainement des financements extérieurs au gouvernement américain. Les organisations privées financent ce travail et ce n'est pas forcément aux États-Unis, mais il pourrait y avoir des organisations, voire des philanthropes, de riches philanthropes américains qui financent ces activités à l'échelle mondiale. D'ailleurs, le magazine Times a publié un rapport sur les financeurs de la géo-ingénierie et a identifié des personnes comme Jeff Bezos, George Soros et Bill Gates comme les bailleurs de fonds de projets comme celui-ci. Il semble que les financements privés dépassent ceux du gouvernement. Et ce que nous avons vu du côté du gouvernement américain est bien peu de choses en comparaison de ce que le gouvernement britannique vient d'allouer pour financer ces expériences, ce qui explique pourquoi le programme ARIA est si préoccupant. Voilà, donc dans tous les plans démoniaques autour de la Terre se cachent évidemment toujours les mêmes allumés du bocal. J'ai nommé Bezos, Gates et bien sûr Soros. Heureusement, la vérité avance lentement, mais sûrement. Et écoutez. Si des organisations privées mènent des projets de géo-ingénierie et bénéficient de ce financement philanthropique, comme vous l'avez mentionné, de la part de Gates, Bezos, etc., dans quelle mesure les organisations privées et les particuliers ont-ils besoin d'une autorisation du gouvernement américain pour exploiter ces technologies? À l'heure actuelle, le gouvernement américain n'est pas tenu d'autoriser une personne à pratiquer la géo-ingénierie avant de la pratiquer. Prenons l'exemple d'une entreprise basée en Californie. C'est une petite start-up. Elle s'appelle Make Sunset. Ils utilisent des ballons remplis de dioxyde d'argent. Ils les lancent depuis la Californie vers la stratosphère. Je ne sais pas s'ils peuvent prouver que leurs ballons atteignent la stratosphère, mais c'est l'objectif. En conséquence, ils sont censés libérer des particules de soufre qui réfléchissent la lumière du soleil et refroidissent la Terre. En fait, ils font ça pour le profit. Ils vendent ce qu'ils appellent des crédits de refroidissement. Les gens achètent donc des ballons ou leur donnent de l'argent pour qu'ils les envoient. Cela est censé donner aux personnes qui financent leurs projets des crédits de refroidissement. Lorsque le gouvernement américain a commencé à se pencher sur la question, il a d'abord examiné la question.
Et ce que nous savons, c'est que la National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, a déterminé que pour autant qu'ils remplissent un formulaire 17-4, qui est en gros, je crois qu'il s'agit d'un formulaire d'1 ou 2 pages qui leur demande simplement d'indiquer quand et comment ils comptent recourir à la géo-ingénierie. Et tant qu'ils remplissent ce formulaire, ils sont alors, selon la NOAA, en conformité avec la loi en vigueur. Il s'agit donc de faire les choses maintenant et de poser les questions plus tard. Il ne s'agit pas de s'adresser au gouvernement et de lui dire ce qu'il va faire. Le gouvernement vous donne l'autorisation et vous pouvez ensuite agir. Donc vous savez, je ne sais certainement pas ce que le gouvernement américain ferait pour arrêter le déploiement. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au nom de l'ICANN, nous avons écrit à l'EPA. C'était sous l'administration précédente. Et ils ont répondu à notre lettre avec une réponse très terne disant essentiellement qu'ils étaient au courant de Make Sunset et qu'ils faisaient de la géo-ingénierie, et c'est à peu près tout. Mais Liz Zeldin, qui dirige actuellement l'EPA, a déclaré qu'ils enquêtaient sur Make Sunset. C'est donc au moins quelque chose de positif, mais encore une fois, c'est après coup. Ce n'est pas parce que cette entreprise n'a pas demandé la permission de faire ça. Je crois comprendre qu'ils ont commencé à le faire et qu'ils ont informé le gouvernement, mais sans demander la permission. En gros, ils déversent des polluants dans le ciel avec un simple formulaire d'enregistrement et s'en tirent impunément sans aucune surveillance à long terme. Voilà, donc des groupes privés envoient exactement ce qu'ils veulent dans le ciel avec seulement une déclaration à faire post-épandage. Donc au final, il n'y a absolument aucun contrôle de l'État censé protéger ses citoyens. Ils peuvent envoyer n'importe quel produit toxique dans le ciel et personne, absolument personne, ne les contrôle jamais. Vous pouvez être de gauche ou de droite, c'est exactement les mêmes produits chimiques que vous, vos enfants ou vos parents absorbent. Et si vous êtes pilote d'avion responsable de ces épandages, votre famille également respirera ce que vous balancerez avec toutes les conséquences inconnues que ces produits chimiques vont provoquer sur vous et votre famille. Tout l'argent que vous gagnerez à propager ces produits toxiques ne vous servira pas de masque ou de protection des conséquences. Bref, suivant. Avant de poursuivre, j'aimerais aborder quelques points supplémentaires avant de conclure, mais nous n'avons pas encore parlé de l'armée américaine. Nous avons entendu parler de l'investissement de la DARPA au Royaume-Uni dans des domaines comme la géo-ingénierie et d'autres technologies. Que sait-on du financement, de l'expérimentation et de la mise en œuvre de projets de géo-ingénierie par l'armée américaine ? Nous en savons beaucoup sur l'implication de l'armée américaine dans la modification du climat. C'est donc ça, l'ensemencement des nuages, n'est-ce pas? On sait donc que l'armée américaine utilise l'ensemencement des nuages depuis les années 1940. Tout a commencé avec un projet appelé Projet Cyrus qui visait à modifier des ouragans au large de la côte est des États-Unis. Des reportages indiquent qu'ils ont effectivement endommagé la ville de Savannah en Géorgie à cause de ce projet qu'ils menaient. Et je ne sais pas si c'est exact, mais il y a des reportages à ce sujet. Après cela, pendant environ 20 ans, les États-Unis ont participé au projet Storm Fury auquel participait l'armée américaine. Le projet Storm Fury visait une fois de plus à modifier les ouragans. Je crois que l'idée était d'utiliser une forme d'ensemencement des nuages pour ensemencer les ouragans et modifier leur trajectoire essentiellement. Et cela a continué pendant 2 décennies. Le plus connu est que l'armée américaine a participé au projet Popeye pendant la guerre du Vietnam. C'était donc à la fin des années 60 et au début des années 70, c'était en fait considéré comme une guerre météorologique. L'armée américaine a déployé des avions pour ensemencer les nuages au-dessus de la piste Ho Chi Minh au Vietnam. L'idée était essentiellement de prolonger la saison de la mousson. Cela était censé donner un avantage aux États-Unis dans la guerre. Malheureusement, l'armée américaine utilise depuis longtemps ces techniques de modification du climat. Nous savons donc que c'est possible. En même temps, il ne semble pas y avoir une transparence totale sur le sujet. Et cela fait certainement partie de notre enquête judiciaire. Nous avons effectué de nombreuses démarches juridiques pour obtenir des informations auprès de l'armée. Vous imaginez, ils font de la géo-ingénierie militaire depuis 1940, donc on peut clairement imaginer que depuis 85 ans, les techniques pour créer d'énormes catastrophes naturelles, ils les maîtrisent parfaitement maintenant et qu'un très grand nombre de catastrophes naturelles ne sont peut-être pas aussi naturelles qu'on pourrait évidemment le croire, comme par exemple de potentielles sécheresses, inondations, tempêtes et autres. Et écoutez.
Cela peut être ténu, mais existe-t-il un lien entre la géo-ingénierie et les produits biologiques transmissibles en ce qui concerne les vaccins qui peuvent se transmettre ou se propager sans consentement? Avez-vous étendu vos travaux à ce domaine? Nous avons donc étudié la question et menons activement des enquêtes et des travaux juridiques pour l'ICANN concernant les vaccins transmissibles. J'ai expliqué cela lors d'une émission sur Highwire avec Dell plus tôt cette année. L'évolution de nos recherches, car nous avions commencé à nous intéresser à la géo-ingénierie, puis nous nous sommes intéressés aux avions militaires épandant des pesticides. Nous étudions la technologie utilisée par ces avions exploités par une entreprise appelée Battelle, un sous-traitant du gouvernement. En consultant les brevets relatifs à cette technologie, nous avons constaté que le mécanisme de pulvérisation, les buses de pulvérisation elles-mêmes, le brevet stipulait expressément que ces buses pouvaient être utilisées pour pulvériser des vaccins, des produits biologiques et d'autres substances. C'est à partir de là que nous avons commencé à nous intéresser aux vaccins en aérosol. En étudiant les vaccins en aérosol, nous avons découvert qu'une technologie de vaccin autopropagateur était en cours de développement. Nous étudions et mettons donc activement en œuvre une stratégie d'enquête et de transparence. Ainsi que toute action que l'ICANN peut entreprendre concernant les vaccins transmissibles. Cela fait partie donc intégrante de notre travail. Voilà donc, réjouissez-vous, en cas de nouvelles pandémies futures, ils pourront carrément nous injecter les vaccins par épandage de chemtrails dans le ciel. C'est une technologie qui existe déjà. Et devinez quoi, Ursula von der Leyen, la fureur de l'Europe, a déjà annoncé une nouvelle pandémie pour cet hiver. C'est fou comment ça tombe toujours bien, les coïncidences totalement planifiées. Et écoutez. Mais le problème, c'est que la prochaine étape pour eux, ce sont les essais sur l'homme pour, comme ils disent, tester la sécurité et l'efficacité, n'est-ce pas? Et si vous testez cela sur l'homme, la façon dont le contrôle sera effectué est très complexe. Il s'agit d'un vaccin conçu pour être diffusé. Ils disent littéralement qu'il est censé imiter le fonctionnement d'un virus. Un virus se transmet donc d'une personne à l'autre. Donc vous pouvez injecter le vaccin à une personne qui consent à l'essai et Dieu le bénisse, c'est son droit. Elle a donc choisi de prendre ce produit. Et s'il est conçu pour se propager, comment allez-vous garantir qu'il ne se propage pas, même dans le cadre de vos seuls essais? Je ne sais donc pas comment ils comptent procéder, ni comment cette étude sera conçue pour garantir cela. Mais vous savez, les essais sur l'homme sont extrêmement inquiétants. C'est donc ce que nous observons actuellement. Heureusement, il ne semble pas que cela ait commencé, mais c'est une grande inquiétude de savoir ce que cela pourrait signifier si et quand cela se produira. Quand cela se produira, si cela ne s'est pas déjà produit, qu'en pensez-vous les amis? Marquez-le moi dans les commentaires, toutes vos impressions, vos analyses et ce que j'aurais pu oublier dans cette vidéo. Je vous remercie tous déjà. Une chose est sûre et que nous devons tous réagir. La prison est en train de se refermer sur l'Europe. La dictature totale est en train de s'installer. Et comme Ursula von der Leyen le dit toujours avec fureur, ils doivent avancer leur projet beaucoup plus rapidement car des forces comme Donald Trump et Vladimir Poutine s'opposent totalement à leur projet de dictature mondiale. Alors leur agenda dit 2030, ils s'empressent de le mettre en œuvre beaucoup plus rapidement. C'est à nous, le peuple, de faire dérailler leurs machines et de les envoyer devant les tribunaux populaires. Force et honneur les amis, voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous aime très très fort les amis et ensemble on va tous y arriver. Si vous avez tous aimé cette vidéo, partagez-la sur les réseaux sociaux, cliquez sur j'aime, la cloche et s'abonner qui sont juste en dessous et je vous remercie de votre aide avec ma cagnotte Tipeee pour que je puisse consacrer encore plus de temps à mes vidéos. Merci vraiment à vous tous et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre Sainement.